Fait que je vais y aller avec la présentation. Ça fait ce qu'on vous présente ou ce qu'on vous propose ce matin, c'est vraiment deux grands blocs. Fait que, on va essayer de maintenir le temps là, pour que ce soit 1 heure et demie, là, mais au pire, si des fois ça s'étire un peu, là, ça va être un maximum de 2 heures. Fait que la présentation va se terminer à midi. Fait que le premier bloc, c'est vraiment sur les indices de sélection. On va y aller avec un peu de théorie sur pourquoi les utiliser. On va mettre surtout l'accent sur expliquer les 6 nouveaux indices. Puis par la suite, le deuxième bloc, après ça, on va avoir une période de questions. Par la suite, on va y aller avec un bloc là, sur les autres améliorations là, qui ont été apportées au programme Génovis. C'est depuis le 4 novembre dernier, là, ça que depuis en fin de semaine, je pense plus précisément lundi au cours de la journée, là, que les nouvelles mises à jour là, sont maintenant, les nouvelles valeurs génétiques là, sont disponibles avec les nouveaux indices. Puis on va finir à la fin avec une petite période là, de questions quiz. Fait que juste une petite introduction, le Génovis, c'est quoi? C'est un programme génétique là, qui est canadien. Donc, on est très content. Jusqu'à maintenant, on a 150 utilisateurs, à peu près une centaine au Québec, puis une cinquantaine là, dans les autres provinces. À la base, c'est un programme qui a été développé là, pour évaluer le potentiel génétique des animaux. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que je pense une belle orientation à prendre, là, c'est que de plus en plus, les gens s'en servent aussi là, pour un logiciel de régie de troupeau. C'est qu'on peut avoir plusieurs données, tant au niveau des inventaires que la productivité des brebis. Là. Ça fait que je pense que ça fait un bon lien des fois si, surtout vous êtes un éleveur de race pure, vous vendez des sujets dans d'autres troupeaux, bien, ceux qui vous achètent des sujets, que ce soit des F1, que ce soit des béliers, bien, ils peuvent les suivre à l'intérieur de leur troupeau, maintenir les valeurs génétiques, puis même rajouter de l'information à l'intérieur de leur troupeau là, qui nourrit aussi tout le programme d'évaluation génétique. Fait que les différentes interfaces ben, sont toujours en constante évolution, puis on apprécie beaucoup, puis ce qu'on voit, là, c'est qu'on a des utilisateurs là, qui sont de plus en plus intéressés là, par l'utilisation de ce logiciel. Fait que le logiciel est disponible sur une base web, ça veut dire que ça c'est super pratique, ça veut dire que vous êtes n'importe où, vous avez simplement besoin de votre mot de passe, votre nom d'utilisateur, pour être capable d'avoir accès là, à vos données là, sur Génovis. C'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de toute la sauvegarde des valeurs, toute la sauvegarde des données. C'est géré à même le programme. Les mises à jour des valeurs génétiques, ça se fait à chacune des semaines. Que les dates ont changé quelque peu là, avec le nouveau programme, mais je pense que ça va être fait au cours de la journée du dimanche. Un autre aussi, il y a un module d'accouplement qui est disponible via Génovis pour faire des choix de reproducteurs, c'est-à-dire savoir les meilleurs béliers à mettre pour vos femelles, vos brebis, c'est possible de le faire pour bien vérifier les niveaux de consanguinité. Puis il y a un des modules qui est très apprécié aussi sur Génovis, c'est toute la traçabilité. Les déclarations peuvent se faire automatiquement à ATQ. Puis aussi, on travaille fort, là, c'est ça, à développer là, des nouveaux modules, des nouveaux rapports là, pour que ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on pense ou l'orientation qu'on aime bien prendre avec Génovis, c'est que tout soit de plus en plus disponible, de donner plus d'informations aux éleveurs. Puis que c'est ce qu'on vise dans le fond, c'est que vous soyez autonome là, dans l'utilisation du logiciel. Fait que je vais fermer ma vidéo. Fait que pour commencer sur les indices de sélection, c'est que on a voulu commencer avec un exemple. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est que c'est vraiment des béliers réels, ce que vous voyez devant vous, c'est des béliers qui ont été vendus, c'est des Suffolk là, à la classique, là, ceux que j'en ai choisi 5. Puis la question qu'on pose, c'est simplement de dire, supposons qu'on prend les valeurs génétiques de ces béliers-là, c'est lequel que vous auriez tendance à choisir, supposons si vous n'auriez un seul à choisir, un seul à acheter, supposons que vous êtes un éleveur de Suffolk. Fait que la première réponse qu'on pourrait donner, c'est s'arrêter de choisir c'est sur la base des EPD. Fait que vous avez les différents EPD qui peuvent être intéressants pour l'évaluation d'un Suffolk. Vous avez la survie, le poids de naissance, le poids 50 jours direct, le gain 50-100 jours, la longe, le gras. Quand on regarde les valeurs, il y a des valeurs qui sont positives, qui sont négatives. C'est pas si évident que ça de s'y retrouver et d'être capable d'identifier le meilleur sujet animal reproducteur.
Fait que, qu'est-ce qui pourrait être plus facile? Ça serait de prendre les rangs centiles. Ça fait que chacune des valeurs de PD, vous avez les mêmes catégories de caractères, mais là, on présente les rangs centiles. Fait que plus la valeur est élevée, mieux c'est. Fait que quelqu'un pourrait dire, OK, là, avec les rangs centiles, c'est un peu plus facile pour trouver ou sélectionner le meilleur bélier. Ça fait que si je regarde le bélier 1, ben, quelqu'un pourrait se dire, ben, c'est peut-être lui qui est le meilleur. Tu sais, c'est lui qui est améliorateur. Tu sais, c'est des valeurs au-dessus de 50 pour tous les critères. Comme quelqu'un d'autre pourrait dire, ben, peut-être c'est le bélier 2 là, qui serait le meilleur à sélectionner. Parce que si je fais la moyenne, il y a des valeurs de 99, de 93, 94. Si je fais la moyenne, c'est peut-être celui là, qui a la plus haute moyenne des rangs centiles. Puis, ce qui nous amène, là, je vais faire les explications au préalable, c'est que, puis je vais revenir à la fin avec ce tableau-là, -là, c'est que le meilleur choix ou le meilleur indicateur pour sélectionner le bélier, ben, c'est l'indice de sélection. Je reviens à ça un petit peu plus tard. On va y aller tout d'abord avec les explications sur les indices. Les indices de sélection, c'est de la théorie là, qui existe déjà depuis plusieurs années. En 1943, c'est Anzol et Loche qui ont travaillé sur le sujet. Puis il y a 3 composantes là, qui déterminent l'importance relative des caractères dans un indice. Là. Fait qu'un peu plus loin, là, on a des pointes de table. Fait que dans les pointes de table, on dit le pourcentage, l'importance relative d'un caractère là, dans un indice. Là. Souvent, supposons le gain 50-100 jours, c'est le caractère le plus important dans l'indice. Mais pourquoi qu'on dit que c'est le gain 50-100 jours qui est le plus important? Mais c'est quoi les composantes qui ont déterminé ça? Là? Ça fait que les 3 composantes, bien, la première, c'est la valeur économique. Là. C'est peut-être la plus simple. On comprend que on pourrait travailler à sélectionner des béliers sur la longueur des oreilles. Supposons que c'est un caractère que je suis sûr qui est très irritable, ça marcherait très bien, mais on se comprend là, que l'impact économique dans votre élevage, c'est 0 pin bar. Là, fait que ça fait en sorte que c'est un caractère finalement qu'on y accorde aucune importance. Puis que ce qui aide à déterminer l'importance des différents caractères, c'est chacun a des valeurs économiques. Puis plus tu as une valeur économique importante, mais plus tu vas prendre d'importance dans l'indice. Le deuxième, c'est l'héritabilité des caractères, le degré de transmission du caractère des parents vers les descendants. Ça fait que plus l'héritabilité est élevée, ben, vous comprenez, plus un caractère se transmet bien des parents aux descendants, mais plus le progrès génétique aussi est important. Ça fait que si on a un meilleur progrès génétique pour un caractère, ben, c'est plus intéressant de sélectionner ce caractère-là. Plus l'héritabilité est élevée, ben, plus on met de l'emphase sur les caractères. Puis le troisième point, c'est au niveau des corrélations génétiques et phénotypiques. Fait que on ne regarde pas juste l'effet d'un caractère, puis son importance économique, puis son héritabilité. On regarde aussi des fois son impact sur d'autres caractères. Surtout si c'est d'autres caractères qui n'ont pas de valeur génétique. Ben, en fonction de savoir si c'est des effets qui sont favorables ou défavorables, on va aller mettre plus ou moins d'importance sur notre caractère d'intérêt. Les indices de sélection, c'est pas unique en production ovine, c'est au niveau des programmes de sélection génétique, c'est utilisé là, pas mal dans tous les programmes, dans toutes les espèces. Dans le porc, on y va avec une stratégie, bon, au niveau canadien, on y va avec une stratégie avec un indice paternel pour les races qui sont dédiées à vocation paternelle ou terminale, puis au niveau des races qui sont dédiées principalement pour les qualités maternelles, bon, il va avec un indice maternel. Au niveau des bovins laitiers, ben, il y a plusieurs caractères qui sont évalués. Ça fait que la façon d'aider le producteur ou l'éleveur à sélectionner leur sujet reproducteur, ben, c'est vraiment de dire, regarde, on les a regroupés en 3 catégories, puis on a développé 3 indices là, pour chacune des catégories. C'est-à-dire, on y allait avec un indice production, qui va comprendre, supposons, les composantes laitières, un indice durabilité, là, qui est tous les caractères de conformation, puis un indice là, sur la santé et la fertilité. Puis finalement, bovin boucherie, ben, c'est un indice aussi qui est utilisé, mais principalement là, pour la vente des taureaux. C'est que soit en station ou soit en ferme, ben, ça regroupe les principaux caractères économiques. Puis c'est une façon là, pour, surtout c'est ceux qui font la sélection, d'identifier les meilleurs sujets là, soit pour la vente ou pour l'acheteur aussi, là, de bien distinguer là, les taureaux qui ont un meilleur potentiel versus ceux qui ont un moins bon potentiel.
Fait que l'indice de sélection, c'est de dire, regarde, on a plusieurs EPD qui sont disponibles. Si on prend notre cas ici, on a pour naissance, taux de survie, pour 50 jours, là, qui sont à la fois disponibles, qui sont à la fois disponibles en caractère direct et en caractère maternel. On a le gain 50-100 jours, l'épaisseur de gras, l'épaisseur de muscle, l'âge agnelage, l'intervalle d'agnelage, le nombre de nez, le poids sevré total. Fait qu'il y a plusieurs EPD qui sont disponibles, puis on veut les recombiner en une seule valeur pour donner un indicateur à l'éleveur, au producteur sur le choix de leurs animaux reproducteurs. Fait que les indices, de même que pour les EPD, mais c'est mis à jour là, à chaque semaine avec la mise à jour des valeurs génétiques. Qu'est-ce que vous connaissez depuis le 4 novembre? C'est les indices qui sont ici à l'écran. C'est-à-dire qu'on parle de l'indice sélection croissance, sélection terminale, sélection maternelle améliorée. Puis on s'en va vers, depuis cette semaine, vers 6 indices qui sont renouvelés dans Génoviste. On passe de 4 à 6 indices, là, fait que ça peut sembler être compliqué. Là. Déjà, on en avait 4, là, on est rendu, voyons, 6, ça va commencer à être plus peut-être difficile de s'y retrouver, là, mais faites attention. Selon moi, on devrait plus dire qu'on passe de 4 à 3 indices, là, parce qu'il y a comme 2 grandes catégories. C'est les mêmes indices, sauf que si vous prenez des mesures, si vous ne prenez pas de mesures aux ultrasons, ben, vous utilisez l'indice gain, l'indice maternel, l'indice maternel hausse de prolificité. Puis si vous prenez des mesures aux ultrasons, mais ces indices-là deviennent l'indice carcasse, l'indice maternel ultrason. L'indice maternel ultrason hausse de prolificité. Ça fait que, à mon avis, vous avez seulement besoin de faire le choix entre 3 indices. Fait qu'ici, c'est le tableau là, en fonction si vous utilisez des ultrasons ou vous n'avez pas d'ultrasons, c'est les indices sont utilisés à quelle fonction. Fait qu'on va les subdiviser. Fait que sans ultrasons, on a si on pense à l'indice gain, ben c'est pour les races paternelles et les croisements terminaux. Ça fait que race paternelle, on peut penser au Suffolk, on peut penser au Hampshire, on peut penser à ces races-là. Puis les croisements terminaux, ben, supposons que vous achetez des femelles F1, supposons que tous les descendants que vous avez de vos brebis, la vocation c'est de les envoyer tous à l'abattoir, ben, vous allez vous sélectionner un bélier, mais normalement, là, vous devriez prendre l'indice gain. Race maternelle prolifique, que je pense qu'on peut déjà le dire d'emblée, je pense que c'est la grande amélioration là, au niveau des 6 indices renouvelés. C'est que maintenant on a un indice qui est spécifique pour les races maternelles qui sont prolifiques. Fait que supposons l'Arcotte Rideau, le Romanov, ben c'est des races où est-ce qu'on pense qu'on a atteint un certain optimum au niveau de la taille de portée. Ça fait que c'est un indice qui permet de continuer à améliorer ces races-là, mais sans mettre beaucoup trop d'importance sur la prolificité. Puis pour les autres races maternelles, qu'on a appelé les races maternelles non prolifiques, supposons le Dorset, ça veut dire que le progrès génétique au niveau de ces races-là maternelles passerait surtout par une augmentation de la prolificité. Ben, l'indice à utiliser, ce serait l'indice maternel hausse de prolificité. Il faut bien comprendre que le terme, là, soit maternel ou maternel hausse de prolificité, c'est la fonction, c'est quoi qu'on cherche à faire. C'est qu'on utilise le maternel hausse de prolificité pour augmenter notre prolificité. Puis ici, je peux passer rapidement, là, mais c'est les mêmes races, c'est les mêmes fonctions, c'est les mêmes 3 mêmes indices, sauf que dans ce cas-ci, c'est parce que vous utilisez des mesures aux ultrasons. Que ce soit que vous allez chercher un bélier ou une femelle chez un éleveur qui utilise des mesures aux ultrasons, ou que ce soit que vous faites de la sélection puis que vous prenez chez vous en tant qu'éleveur des mesures aux ultrasons, ben, on vous recommande d'utiliser l'indice carcasse, l'indice maternel ultrason ou encore l'indice maternel ultrason hausse de prolificité. Puis pour vulgariser, aider à expliquer comment ces indices-là ont été construits, puis ça a été fait sous cette formule-là parce que ça a été des modèles bioéconomiques qui ont été développés, mais en lien avec différentes catégories de caractères. Ça fait qu'on a divisé les 6 indices, dans le fond, en sous-indices.
Fait qu'à gauche, vous voyez nos fameux indices, l'indice gain maternel, mat HP sans les mesures d'ultrason, puis les trois autres avec les mesures d'ultrason. Puis on vient expliquer ici qu'on a des catégories de sous-indices croissance, puis je vais les expliquer c'est quoi, là, que tous les indices là, incluent les caractères croissants. On a un sous-indice carcasse, qui inclut le gras, le muscle, qui, lui, ben, il est simplement inclus dans les indices carcasse, maternelle, ultrason, maternelle, ultrason, hausse de prolificité. On a deux indices repro, un reproduction normale pour l'indice mat et l'indice maternel ultrason, puis un repro qui est axé sur, encore une fois, l'hausse ou augmenter la prolificité, que lui va être utilisé pour le maternel hausse de prolificité puis le maternel ultrason hausse de prolificité. Puis on a l'intervalle agnolage là, qui est un sous-indice qui inclut un seul caractère, là, que lui va être utilisé là, dans les indices maternels. Fait qu'ici, là, vous avez le détail là, de chacun des EPD là, qui est inclus dans chacun des sous-indices. Quand on parle des EPD croissance, on parle du taux de survie direct, le taux de naissance, le poids de naissance direct, le poids 50 jours direct et le gain 100 jours. Au niveau du carcasse, c'est les deux EPD que vous allez obtenir suite à la prise des mesures d'ultrasons. Ça fait qu'on a le PD longe et le PD gras. Repro puis repro hausse de prolificité, c'est les mêmes caractères qui reviennent, même si c'est vraiment l'importance des caractères à l'intérieur des indices là, qui va largement changer. Ça fait que nos caractères d'intérêt, les EPD qui sont inclus dans ces indices-là, -là, c'est le taux de survie maternel, poids de naissance maternelle pour 50 jours maternel, l'âge au premier agnolage, nombre donné, premier agnolage, le poids sevré total, premier agnolage subséquent, puis le nombre donné aussi, même chose, le premier agnolage et agnolage subséquent. Puis l'intervalle agnolage, comme je vous l'ai mentionné, là, cette sous-catégorie-là, elle comprend uniquement un seul EPD, qui est le PD intervalle agnolage. Fait que maintenant, là, dans les sous-indices, c'est quoi l'importance des caractères? Là? Fait que quand on va parler de l'indice, le sous-indice croissance, ben, c'est logique. Là, le caractère le plus important, si on fait nos points d'étape, à 45%, là, ça va être le gain 50 à 100 jours. Ça va être suivi, puis encore une fois, moi je pense que ça a bien du sens. Ça va être le gain entre le poids de naissance puis le sevrage, dans le fond, qui est le poids 50 jours direct, là, qui va avoir une importance relative de 35%. Puis après ça, à 10% chacun, là, ça va être la survie des agneaux, puis le poids de naissance des agneaux. Le sous-indice carcasse, lui, il est constitué on accorde 50% d'importance aux deux caractères. Ça fait que, pour obtenir 100%, ça fait que c'est autant d'importance qui est accordée à l'épaisseur de l'ange qu'à l'épaisseur de gras. Si on prend l'indice repro, là, on était, si vous y pensez, là, on était axé là, sur les races maternelles là, qui étaient très prolifiques. Fait que, étant donné qu'ils sont très prolifiques, on ne veut pas trop mettre d'accent sur la taille de portée, sur le nombre donné. Fait que le principal caractère à 42% là, qui va constituer ce sous-indice-là, là, ça va être le poids 50 jours mat. Par la suite, les deux autres caractères qui vont suivre, là, ça va être la survie des agneaux maternels à 18%, le poids de naissance maternel à 16%. Puis finalement, mais on veut quand même mettre un certain poids, on ne veut pas perdre notre prolificité. Là, ça fait que le nombre donné suivant, puis le nombre donné premier agnolage suivent avec un 12 et 6%. Puis finalement, principalement à cause que c'est des caractères d'intérêt, mais c'est des caractères qui sont peu héritables. Fait qu'on a accordé un petit 4 et 2% là, au poids sevré total, soit suivant et premier agnolage. Puis reproduction hausse de prolificité, là, le sous-indice qui va être utilisé là, pour le dorset, les races qui ont un intérêt à augmenter la prolificité, bien là, si vous comprenez la logique, c'est sûr que le principal caractère ou les deux principaux caractères qui vont être considérés, c'est la taille de portée. C'est le nombre donné agnolage suivant là, à 29%, là, puis le nombre donné premier agnolage là, à 16%, là, qui est la pondération qu'on va mettre dans l'indice. Le poids 50 jours maternel, là, ça reste que c'est un caractère d'importance aussi. Là, ça veut dire que ça va chercher un bon 18% dans l'indice.
Par la suite, le poids sevré total, on y accorde aussi une plus grande ou une bonne importance. Poids sevré total là, qui est bien influencé par le nombre de nés, le nombre de sevrés, à chacun 11%, premier annulage et annulage suivant. Puis finalement, ça suit avec la survie agneau-maternelle, puis la survie, excusez-moi, des agneaux maternels, puis le poids de naissance maternelle. Fait que maintenant, là, justement, c'est pour nous aider à bien comprendre et à bien expliquer les 6 indices de sélection. Là, je vous ai présenté l'importance relative des EPD à l'intérieur des sous-indices. Puis après ça, c'est juste un facteur de 3 pour comprendre l'importance de chacun des EPD dans les indices, parce que chacun des sous-indices va avoir une importance dans les indices de sélection. Ça fait que quand on parle, je vais l'expliquer, je pense que ça va être plus simple après ça à comprendre, là, quand on va parler de l'indice gain, ben, l'indice gain, c'est aussi simple que c'est 100% des caractères croissance. Puis quand on va parler de l'indice carcasse, ben, l'indice carcasse, ben là, on a voulu inclure les caractères d'épaisseur de gras et de muscle. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus c'est 65% d'importance au sous-indice croissance, puis on a mis un 35% d'importance au sous-indice carcasse. Fait que précédemment, je disais que c'était une règle de 3. Là, je pense que là, ça s'explique quand même assez bien. Là, ça veut dire que le 35%, on aurait pu le subdiviser en 17,5%, supposons, l'épaisseur de l'œil de l'ange, puis 17,5% à l'épaisseur de gras, si vous comprenez bien la logique. Fait qu'après ça, quand on s'en va vers l'indice maternel, ben, l'indice maternel, c'est 41% sur le sous-indice croissance ou les caractères croissance. On a mis un 53% sur les caractères reproduction. On a gardé un petit 6% sur l'intervalle annulage. Quand on va parler du maternel hausse de prolificité, mais c'est la même pondération 41, 53, 6. Sur le 53%, lui ne sera pas sur la reproduction, il va être sur la reproduction hausse de prolificité. Puis ces deux indices-là sont très près du maternel ultrason et du maternel ultrason hausse de prolificité parce qu'on a ajouté simplement un peu plus d'importance au caractère carcasse. On a rajouté un 7% dans le fond. Ça fait qu'on devient avec une importance de 47 dans le croissance, 7 carcasse, 42 repos, puis un petit 4% pour l'intervalle annulage. Même chose pour le maternel ultrason hausse de prolificité, sauf que le 42% s'adresse maintenant aux reproductions hausse de prolificité. Fait qu'ici, c'est plus à titre informatif qu'on a voulu vous retransmettre chacun des indices avec l'importance relative de chacun des EPD. Là. Ça vient quand même assez lourd. Là. Lui, il est assez facile. C'est l'indice gain, qui est 100% sur les EPD croissance, là, mais vous allez voir plus loin là, que quand on inclut tous les EPD, là, ça devient difficile là, à bien expliquer. C'est que on voulait vous transmettre l'information. Vous l'avez à même, vous avez une copie du webinaire. Fait que si vous voulez vous les consulter, vous pourrez les consulter. Encore une fois, c'est des règles de 3 qui sont appliquées avec l'importance relative des sous-indices. Où est-ce que je vais peut-être juste mettre un petit accent dans les prochaines diapos, c'est d'aller voir les gains génétiques espérés. Fait que si on part avec l'indice gain, ben, peut-être juste ici, je peux souligner, ben, on met beaucoup d'accent sur le poids 50 jours, le poids sevrage, avec une augmentation de 1,56. Gain génétique espéré, c'est ce qu'on s'attend par génération. Si quelqu'un travaille uniquement sur les indices de sélection, là. Fait que, on s'attendrait à avoir un gain génétique là, de 1,56 kg à tout peut-être les 2-3 ans, là, qui est l'intervalle de génération en production ovine. Puis on observe ici une faible augmentation du poids de naissance de 0,25 kg. Malgré le fait, c'est peut-être bien de le mentionner, là, on accorde un poids négatif là, au poids de naissance là, dans l'indice gain. C'est qu'on a simplement voulu mettre un petit 10% là, pour maintenir le poids de naissance des agneaux, mais malgré cela, on observe une faible augmentation. Puis le principal caractère sur lequel on travaille, c'est le gain, mais on voit une augmentation là, de 2,42 kg. Ça peut être intéressant ici, retenez le 2,42 kg. Je pense que je vais sauter là, dans la présentation. Ça va être peut-être faire différent, puis ça peut être agréable d'y aller de cette façon-là. Je vais sauter à l'indice carcasse. Fait que l'indice carcasse, ben,
on l'a dit précédemment, là, on a rajouté un 35% au caractère carcasse, ici en orange. Fait que l'indice gain, là, on passe de 2,42. On n'a pas le choix, si tu accordes l'importance à des nouveaux caractères, mais tu n'as pas le choix de réduire l'importance sur d'autres caractères. C'est le principe là, des pointes de tape, c'est le principe que si tu mets plus, c'est ça, tu ajoutes de l'importance d'un caractère, mais c'est parce que c'est un choix à faire, là, dans le fond. Fait que le gain passe de 2,42 kg, qui ici on voit une petite réduction là, par génération, on est rendu à 2,18. Sauf qu'on voit vraiment une nette augmentation ou amélioration génétique. Au niveau des caractères carcasses, on a 1,35 au niveau de l'épaisseur de l'ange. Puis à cause des corrélations génétiques qui sont défavorables, c'est intéressant, on voit malgré le fait qu'on veut réduire l'épaisseur de gras, mais ce qu'on observe, c'est que la réduction là, est pratiquement nulle, là, est près de zéro. C'est voulu, c'est visé de cette façon-là. On sait qu'en travaillant avec cet indice-là, ce que ça va donner au niveau de nos différentes races, c'est qu'on va augmenter la quantité de viande, puis on va maintenir l'épaisseur de gras. Là, je vais revenir précédemment sur les indices maternels. Je vais commencer avec... je vais mettre surtout l'accent sur les deux premiers, là, le maternel et le maternel hausse de prolificité. Ça fait que le maternel, ici, dans les gains génétiques espérés, là, ici, encore une fois, vous avez toutes les proportions. Là, on comprend que les principaux caractères qu'on va avoir, 22% là, pour 50 jours mat, puis l'autre, ça doit être le gain 50-100 jours, supposons à 18. Ça reste dans les caractères principaux. Puis ici, lorsqu'on regarde les gains génétiques espérés, là, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est ce qu'on s'est dit, là. On veut utiliser cet indice-là dans l'Arcotrido, supposons dans le Romanum, on ne veut pas mettre d'accent sur le nombre de nés. Regardez ici le nombre de nés, l'augmentation du nombre de nés par agnelage là, est très près de zéro. Il est un tandinet positif. Puis le poids total de la portée au sevrage, lui, il y a quand même un gain important à 1,20, étant donné qu'on travaille beaucoup là, sur le poids 50 jours mat là, à 1,10. Si on regarde l'autre, l'indice maternel hausse de prolificité, on devrait avoir une réduction du poids 50 jours mat, c'est normal. C'est pas le caractère principal qu'on va améliorer, on est rendu à 0,42. Et là, ici, on a une augmentation là, du nombre de nés aux agnelages suivants, là, qui est plus significatif là, à 0,11. À cause que, justement, lorsqu'on regarde la pondération des caractères, pour 50 jours mat, on a beaucoup moins de poids, on est rendu à 9,5. Puis le nombre de nés premier agnelage, 8,5, mais surtout agnelage suivant, qui est ici, qui est rendu à des principaux caractères, là, à 15,4. Le poids 50-100 jours reste à 18,5%. Puis je vais juste passer très rapidement sur le maternel ultrason et le maternel ultrason hausse de prolificité pour montrer que là, ici, on va avoir une augmentation ou une amélioration au niveau de l'épaisseur de l'ange, puis une épaisseur de gras qui augmente un tandinet, là, mais qui est près de zéro à cause de l'importance qu'on veut mettre dans l'indice dans le fond, on met l'importance pour réduire l'épaisseur de gras, mais c'est pour obtenir un objectif de maintenir. C'est la même chose au niveau de hausse de prolificité. On voit maintenant une amélioration par génération là, de 0,64 mm au niveau de la lange, qui est tout près d'un maintien au niveau de l'épaisseur de gras. Fait qu'on est pas mal vers la fin de ce bloc-là. Ça fait que peut-être de revenir sur les grandes lignes. Là, okay, on veut juste vous dire, c'est quoi les trois principales idées? Là, pourquoi qu'on a fait ces changements-là au niveau des indices? Là, mais s'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on retienne, là, je pense que c'est le point le plus important, c'est qu'avant l'indice maternel ou maternel plus, ça mettait beaucoup d'emphase sur la prolificité, sur la taille de portée, sur le nombre d'agneaux nés. Fait que c'était quelqu'un qui souhaitait ne plus augmenter le nombre d'agneaux nés. Il n'y avait pas d'indice pour lui dans les races maternelles. Tu es en Arcotrido, tu es en Romanov, tu voulais mettre l'accent sur le poids des agneaux au sevrage, ben, ces indices-là n'étaient pas bien adaptés pour vous. Puis là, vous avez un bon indice pour vous, qui est l'indice maternel ou l'indice maternel ultrason. Le deuxième point, je pense, qu'on peut souligner sur l'importance des changements, c'est que là, on met un peu plus d'accent sur les caractères de carcasse
au niveau de l'indice carcasse par rapport à l'indice de sélection terminale. L'indice de sélection terminale, on avait un 9% sur l'épaisseur de gras, 12% d'épaisseur de longe, puis on est rendu à 17,5. Fait que on met de l'énergie pour prendre des mesures aux ultrasons. On est en production ovine, on produit de la viande, ben, la carcasse, on la valorise, puis il y a des... Bon, il y a des belles orientations qui se prennent ces temps-ci en production ovine, là, à avoir des fois des développements, parce que je ne suis pas toujours convaincu que la grille de classement là, donne tout le crédit là, à l'amélioration de la qualité de nos carcasses, là, mais on commercialise de plus en plus notre viande sur notre marché, puis c'est apprécié d'avoir justement des carcasses là, où c'est qu'on a un produit de qualité, c'est-à-dire que les consommateurs sont intéressés à manger de la viande, puis à réduire ou en tout cas, du moins maintenir notre épaisseur de gras tout en augmentant la quantité de viande. Ça fait que là, on a un accent encore plus accru là, justement sur la qualité des carcasses. Puis finalement, ben, il y avait beaucoup de nouveaux caractères qui s'étaient développés au fil des dernières années. On avait le taux de survie direct maternel, le nombre de nés, premier agnelage, qui n'était pas considéré dans nos indices, poids sevré totaux, qui est un nouveau caractère, l'intervalle agnelage aussi, qui est un nouveau caractère, puis le gain 50-100 jours, là, qui est un caractère renouvelé. Là, ça veut dire que ces nouveaux caractères-là, ben, maintenant, sont bel et bien présents dans les nouveaux indices. Fait que je pense que c'est le troisième point. Là, on est allé utiliser toute l'information disponible sur nos sujets reproducteurs pour créer nos indices. Fait que je vais revenir avec mon exemple de départ, mes 5 béliers ou nos 5 béliers là, qui ont été... c'est des béliers réels qui étaient à la classique de l'été dernier à Richmond. Puis, juste revenir, on disait que sur les rangs centiles, c'était peut-être le premier à cause que c'était tous des critères améliorateurs. Les rangs centiles, le deuxième, peut-être la moyenne des rangs centiles, c'est ce qui donne le meilleur sujet. Puis, quand on regarde les rangs des indices, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le meilleur sujet, là, ce serait le troisième bélier. Entre vous et moi, le troisième n'est pas très loin du deuxième, puis le quatrième, c'était probablement tous des très bons premiers choix. Mais pourquoi? C'est que, en ordre d'importance, ben, c'est le rang gain 50-100 jours là, qui est le caractère le plus important. Ça fait qu'ici, il se classe très très bien à 97%. Après ça, le poids 50 jours est aussi un caractère important. C'est pas le meilleur. Il y a le 96 ici, mais c'est un des meilleurs. Puis ici, je vais le montrer plus tard, là, au niveau du rang de la longe, c'est un bélier ici qui a quand même une valeur exceptionnelle. Là. Fait que l'indice va chercher le fait là, que c'est un bélier qui est très développé au niveau de la longe. Puis il va y accorder une bonne importance ici là, de sa valeur, ce qui explique là, l'indice, la valeur d'indice de 33 ou près de 34. Puis surtout le rang centile qui nous indique comment ce bélier-là performe au niveau de sa race, qui fait en sorte que c'est lui finalement là, qui obtient la meilleure valeur. Fait que juste vous montrer ici rapidement que au niveau du certificat, comment qu'on peut ou comment vous allez voir les nouveaux changements au programme. Fait que c'est spécial, c'est toute la mécanique derrière le calcul des indices qui ont les indices ou des valeurs génétiques qui ont changé. Là, le prochain bloc de présentation, ça va être sur les changements qui touchent pas les indices, mais qui ont été mis en place là, pour toute l'évaluation génétique. Puis ça fait que le rapport, ou en tout cas le certificat change pas tant que ça. Là. Il y a des caractères qui changent ici, ça va être marqué gain 50-100 jours, puis il y a avant c'était les poids, c'était le nombre de sevrés, puis on est rendu au poids sevré total. Sinon, ben, le principal changement, ben, au lieu d'avoir nos 4 indices, on est rendu avec nos 6 indices. Tant la valeur d'indice que le percentile. Il y a une particularité, je peux peut-être le souligner, comme vous le voyez ici, c'est des choses qu'on va voir, puis je vais donner des explications derrière ça. Vous voyez, là, on va le voir de plus en plus, et vous pouvez avoir des fois des valeurs qui sont négatives. Ici, c'est un sujet de recette que je suis allé sélectionner, un bélier de la ferme du CDBQ. Puis regarde, malgré le fait de la valeur qui est négative, on voit qu'il y a un percentile là, qui est très élevé. Il faut être très prudent à ce niveau-là. C'est justement, on va augmenter le Dorset pour une autre de prolificité. Fait que c'est tout à fait normal dans le nouveau programme génétique qu'on voit une valeur négative, mais qu'il faut vraiment se référer au percentile pour savoir comment cette valeur-là se situe dans la race, ici dans la race Dorset. On va y aller ici avec les questions des
participants. Je ne sais pas de ton côté si, Amélie, tu aurais des questions que tu pourrais me souligner. Oui, il y a une participante qui aimerait savoir le poids d'intervalle d'agnolage dans l'indice. Est-ce que ça ne peut pas fausser si un troupeau fait des méthodes de dessaisonnement versus celui qui n'en fait pas? Est-ce que ça peut avoir un impact au niveau du résultat? C'est une très bonne question. C'est une inquiétude aussi qu'on avait lorsqu'on faisait les premières analyses au niveau de l'indice. Parce qu'il avait été à un moment donné suggéré même là, de dire on pourrait refaire d'autres indices, mais enlever le caractère d'intervalle agnolage. Mais là, on s'est arrivé qu'on avait eu 12 indices. Là. Ben, en tout cas, pas 12, là, parce qu'on avait eu vraiment plusieurs indices. Là. Ça devenait très difficile à un moment donné à vulgariser. Fait que je vous dirais, le caractère a une héritabilité très, très, très faible. Il y a toujours un effet des groupes contemporains. Fait que la valeur génétique est vraiment basée beaucoup plus sur, des fois, les performances des parents, des collatéraux, des frères, des sœurs, pour déterminer la valeur génétique d'un sujet. Fait que quelqu'un qui a quand même une bonne gestion de groupe contemporain, ça va aider justement à l'évaluation de ce caractère-là. Mais sinon, parce que oui, on a cette inquiétude-là que le fait que comment que les gens gèrent leur troupeau, surtout avec le dessaisonnement, que ça puisse venir influencer ce caractère-là, mais il y a quand même une très faible importance dans l'indice. On met un 4 ou un 6%. Puis les analyses qu'on a faites, on a vraiment beaucoup regardé sur le rang des animaux, tout dépendant de cette valeur génétique-là. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que ça a peu ou pas d'impact sur le choix de vos reproducteurs. Ça fait que je vous dirais, l'indice de sélection va vous donner un bon aperçu des meilleurs sujets. Après ça, c'est bien d'analyser chacun des EPD. Je vous dirais, si vous travaillez, c'est ça, que vous n'avez pas une régie homogène, puis que vous travaillez avec du dessaisonnement, ce ne serait peut-être pas un EPD à prioriser, surtout que l'héritabilité est très, très faible. Puis de ne pas avoir d'inquiétude au niveau de la présence de cet EPD-là dans l'indice, du fait justement là, que l'importance est faible, puis que ce calcul-là, il est peu, disons, influencé par des fois la valeur des sujets, mais plus des fois par les valeurs des parents, des collatéraux, ce qui fait en sorte que moi, je pense que ça donne quand même, dans certains cas, là, des valeurs qui sont justes, qui sont valables. Puis pour ceux que ça donnera des valeurs qui sont moins justes ou moins valables, ben, encore une fois, mettre l'axe, de ne pas être préoccupé que ça change l'ordre des animaux, puis lorsque ça va être le temps de regarder des EPD, de ne pas mettre d'accent sur cette EPD-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il y aurait une autre question. Dans le fond, si je comprends bien, tantôt, tu parlais qu'en race prolifique, on devrait sélectionner sur l'indice MAT, mais si moi, je suis en race prolifique, puis je trouve que mes brebis ne sont pas encore assez prolifiques, est-ce que je continue à sélectionner sur MAT comme la recommandation ou je ne serais pas mieux d'aller sur le MAT HP pour si je veux augmenter encore un peu ma taille de portée? C'est une très bonne question. C'est ça, quand on comprend bien la théorie derrière comment ces indices-là ont été construits, là, ce que ça montrait, c'est que, supposons, le maternel hausse de prolificité, là, il n'a pas été développé nécessairement spécifiquement pour des races, mais pour une fonction, c'est-à-dire qu'on veut augmenter la prolificité. Ça fait que quelqu'un que justement, il a un cotrido et qui désire toujours augmenter sa prolificité, ben oui, il devrait aller sélectionner cet indice-là. L'indice est en fonction de ce que tu veux faire. C'est des outils qu'on donne aux éleveurs, aux participants du programme Génovis. Ça fait que tout dépendant de ce que vous voulez réaliser, si dans ce cas-ci, c'est d'augmenter la prolificité, ben, vous devez utiliser le bon outil. Puis pour augmenter la prolificité, ben, il faut prendre l'indice maternel hausse de prolificité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vais en poser un autre qu'on se fait souvent demander. Ah, ben, je vois que Valérie en pose une. OK. Elle se demande, au niveau des acheteurs de F1, qui demandent souvent de sélectionner des agnelles avec des EPD supérieurs à 75%, est-ce qu'on doit encore faire ça? Est-ce que les indices, ça a une valeur au niveau des F1 versus des pur sang? Je trouve ça sévère un peu, là, parce que ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire 75%?
Si vous êtes un éleveur très performant, puis votre moyenne d'indice, mettons qu'elle est à 75%, là, ce serait déjà un exploit. Là. Ça veut dire que tu aurais simplement un taux de sélection de 50%. Là. C'est seulement la moitié de tes femelles chez vous qu'ils pourraient respecter ce critère-là. Là. Fait que moi, je pense que ça peut aider, mais c'est très sévère. Là. Moi, je pense que c'est plus un pourcentage. Moi, ce que j'aurais tendance à penser pour l'achat de femelles F1, c'est que moi, j'aimerais mieux que mon éleveur me démontre que justement, il fait un bon travail de sélection. À partir du moment qu'il fait un bon travail de sélection, moi, je pense que là, on est trop sévère là, à aller appliquer des valeurs de PD pour sélectionner des F1. Là. Chez vous, là, en tant que sélectionneur, c'est sûr que c'est très important. Là, vous devez sélectionner les meilleures femelles de votre troupeau. Puis là, quand vous tombez sur un bélier qui va avoir une grande importance sur le progrès génétique, mais c'est encore bien plus important. C'est que là, vous devez être quand même quelque peu sévère là, sur ces critères-là. Mais en tout cas, pour un acheteur, oui, ça a de la pertinence, mais les F1, ils ne servent pas à du progrès génétique. Là. Des fois, il y a d'autres caractères comme les femelles qui sont bien développées, on va avoir une belle conformation. C'est des femelles qui sont là pour produire des agneaux. Fait que vous allez en avoir en bas de 75% qui sont probablement d'excellentes agnelles à acheter. Fait que moi, je trouve là, dans ce cas-ci, là, c'est pas en fonction de faire de la sélection génétique. Je pense que c'est très. En tout cas, c'est sévère. Ça peut permettre d'aller chercher les meilleurs sujets, là, mais c'est sévère comme critère là, de fonctionner de cette façon-là. Fait que de toute façon, on va prendre des questions aussi à la fin de la présentation pour le deuxième bloc et on va pouvoir aussi combiner les deux blocs. À la fin, on va garder les micros ouverts là, pour aussi permettre, là, si des fois il y a des gens là, qui veulent discuter avec nous ou encore une fois le clavardage va rester ouvert. Fait que ce que je vous propose, je vais regarder à l'instant quelle heure qu'il est. Il est 10h48, on voulait prendre une pause vers 10h45, c'est très bien. Ça fait que pour faire un chiffron, je vous dirais là, dans 7 minutes, là, 10h55, on reprendrait notre deuxième bloc. Ça fait que je vous laisse pendant quelques minutes, puis on se revoit dans 7 minutes.